liste aujourd'hui. Parfait. Anne-Marie Buchanan de la Sun Life, Marie-Ève Mercure de l'OSM et Ricardo Peroso du Festival Santa Teresa. Parfait, on va attendre encore un tout petit peu. Donc, écoutez, on va démarrer. Donc, le webinaire va être enregistré, donc il vous sera envoyé par la suite par le Conseil canadien sur la commandite. Donc, écoutez, je suis ravie que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui. Donc, au nom du Conseil canadien de la commandite, je tenais à vous remercier de vous être inscrits en grand nombre aujourd'hui. Donc, je suis Sabrina, je suis membre du CCC depuis 2019 et je travaille dans le domaine de la commandite depuis plusieurs années. Donc, en fait, la manière dont ça va se dérouler, nous avons un animateur, Jean-François, qui va démarrer le panel tout à l'heure. Et vous allez avoir une possibilité de poser des questions dans le chat que vous voyez en bas de votre écran. Donc, la période de questions sera de 13h à 13h, un petit peu avant 13h15. Donc, je vais passer la parole à Julien, avec qui j'ai organisé ce webinaire pour vous faire une courte introduction sur le sujet avant de démarrer le panel. Super, ben bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Merci aux panélistes aussi de prendre du temps aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on a compris juste en regardant les inscriptions. C'est un sujet il y a beaucoup d'engouement autour de ça. C'est un sujet d'actualité. On ne veut pas revenir sur ce qui s'est passé sur la COVID, mais la dernière année a quand même eu un gros impact sur le monde de la commandite. Donc, il y a plusieurs événements qui ont fait preuve de créativité, qui ont réinventé leur événement, qui sont arrivés en mode virtuel. Certains commanditaires ont continué à supporter ces événements-là, d'autres se sont tirés, mais là, après un an complet, on veut voir quelle expérience on peut tirer de ça, quel apprentissage on a fait, quel apprentissage, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi les bonnes pratiques aujourd'hui, à quoi peut s'attendre un commanditaire maintenant quand il commandite un événement virtuel, est-ce qu'il y a des nouveaux KPI qui ont été développés, puis pas avoir de contact en face à face avec la clientèle, donc tout ce qui était marketing expérientiel terrain, auquel on n'a pas eu accès, est-ce que ça a été compensé par la commandite numérique ou pas? Donc, c'est un sujet vaste, c'est un sujet qui a plusieurs questions. On va laisser la parole tout de suite. Bien, Sabrina, en fait, je te redonne la parole pour présenter Jean-François puis qu'on commence le panel. Merci beaucoup, Julien, pour la présentation. Donc, je vais faire une courte présentation de Jean-François Renaud, qui, à la fin, donc, va pouvoir reprendre la discussion et commencer le panel et présenter nos trois panélistes. Donc, Jean-François Renaud est associé et cofondateur d'Adviso. Il est responsable donc, du développement et du rayonnement de l'entreprise. Son apport majeur inclut l'établissement d'entente avec des clients d'envergure nationale et internationale. Dans une grande variété d'industries, donc commerce de détail, voyage, tourisme, secteur manufacturier et services aux entreprises. Jean-François enseigne également le commerce électronique au HEC Montréal depuis près de 12 ans. Il est entraîneur expert à l'école d'entrepreneurship de la Beauce et également formateur officiel de la Google Partner Academy au Québec. Donc, écoute, Jean-François, je te laisse la parole pour présenter nos panélistes et bon panel. Merci. Merci, Sabrina. Merci de m'inviter. Merci, Julien, aussi de m'avoir invité. J'étais surpris un peu quand on m'a demandé de venir. Je leur ai dit que je ne connais rien dans la commandite, moi. Et ils m'ont dit, ben non, mais tu connais le numérique, donc c'est pour ça qu'on t'a invité. Fait que voilà, c'est dit. Fait que ça me fait plaisir d'être avec trois collègues de l'industrie. On s'est rencontrés, puis on était déjà on a senti la fébrilité là, dans nos discussions très rapidement. Alors, je suis très content là, d'être ici aujourd'hui avec Anne-Marie Buchanan, qui est directrice stratégie marketing Canada, dont et commandite Québec à la Sun Life.
Donc, Anne-Marie, vous allez voir, est assez allumée, merci, là, et elle travaille, elle s'occupe vraiment de toutes les activités de mise en marché puis de connecter la marque avec les Québécois. D'ailleurs, elle nous disait qu'elle s'occupe autant des commandites que de la publicité. Donc, ça, je trouve ça intéressant puis c'est quelque chose qu'on va probablement explorer d'ailleurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle vient de chez Bleu, Blanc, Rouge, donc elle a un background d'agence. Bonjour, Anne-Marie. Je vais juste présenter nos deux autres collègues et tout de suite après, on va te poser une question, Anne-Marie. On va commencer avec toi d'ailleurs. D'accord. On a Marie-Ève Mercure aussi, qui est directrice des commandites à l'OSM, ma chère OSM que j'adore. Elle gère son équipe près de 40 comptes de commandites et elle a conduit le virage numérique après la pandémie. Puis on le sait, comme Julien disait, qu'il y en a eu tout un virage numérique. Elle était chez Juste pour rire avant, puis elle a lancé un service de contenu de marque d'ailleurs là-bas. Elle a été aussi chez Bell Media, responsable de la stratégie marketing B2B pour les agences nationales. Et donc, très, très heureux, Marie-Ève, bonjour. Bonjour. Très heureux de te revoir ici. Puis finalement, on a Ricardo Perozzo, qui est directeur des communications et marketing du Festival Santa Teresa, qui est à la tête d'une agence également et qui est aussi directeur du Festival Santa Teresa. Puis j'ai remarqué que Ricardo a travaillé dans des business assez modernes, je trouve. Tu sais, tous des business comme Bon Look, G-Soft, Lune Rouge, c'est tous des business qui font les choses un petit peu différemment. Puis d'ailleurs, il ne fait pas les choses pareilles non plus au Festival Santa Teresa. Je pense que vous allez pouvoir beaucoup contribuer avec les choses qui sont assez intéressantes qui sont faites à Santa Teresa. D'ailleurs, ils font tellement de bon job que j'étais sûr soudainement, ils ont rendu Sainte-Thérèse cool. Là, fait que c'est quand même pas un petit défi déjà en soi d'avoir réussi ça. Donc, bravo déjà. Puis bienvenue, Ricardo. Merci d'être là. Salut tout le monde. Fait que, première question, j'aimerais juste savoir, tu sais, Anne-Marie, comme je t'ai dit, là, on va commencer avec toi. Écoute, tu sais, j'ai le goût de te demander un peu comment ça file là, d'un point de vue commandite, tu sais, comment ça s'est passé la dernière année, puis c'est quoi les grands learnings qui ont émergé là, de ça en termes de, tu sais, la commandite, que toi, tu es du côté des commanditaires, donc comment ça s'est vécu, c'est quoi l'impact que ça a eu sur les plus gros enjeux là, que ça a fait émerger, là, tous ces changements-là? Oui. Merci, Jean-François. Je vais commencer en te chicanant, en te reprenant à l'ordre dans ma bio. Je ne veux pas créer de confusion à l'interne. Je m'occupais de la publicité, de la mise en marché de tout ce qui était du Québec avant. Là, je m'occupe vraiment de l'équipe Commandite Québec et de la stratégie marketing canadienne. Donc, je ne veux pas créer de confusion. Je reviens à ta question. Commence bien, hein? L'année 2020, je pense que ça a été vraiment une année, comme tout le monde, là, de grandes transitions, de grands apprentissages. Mais pour nous, comme commanditaires, ça a été vraiment une année de bons citoyens corporatifs, vraiment, de bons partenaires, où il y a eu énormément de changements. Les événements qu'on commanditait ont été annulés, ont été reportés, ont été réduits, ont changé de format, sont devenus numériques. Nos équipes chez nos partenaires, des fois, on n'avait plus de contact du tout. Les gens n'étaient plus là, où il restait 2 personnes à peine. Ça a été une année de grande adaptation. Ça a été vraiment l'année où on a été bons joueurs. On a continué avec nos partenaires, on les a soutenus, on a transformé certaines de nos commandites en dons pour être là. Donc, ça a été vraiment l'année où on s'est tenu les coudes, je pense, en tant que collectivité et en tant que communauté pour réussir à survivre dans la pandémie. Est-ce qu'on continuerait comme ça dans les prochaines années? C'est sûr que non. Là, à partir du moment où on retombe dans la vie normale, là, on recommence à revenir avec plus nos objectifs d'affaires, la livraison, nos KPI, nos mesures de performance. Donc, la version hybride ou la nouvelle vie qu'on va avoir en commandite dans nos relations va devoir se transformer, ça va être différent. Et nos investissements, je pense, ont été très différents l'année passée. Pas dans le sens dans nos investissements, parce que, comme je dis, on a gardé nos ententes avec nos partenaires, mais plus au niveau de notre activation. Donc, c'est là qu'on a vu beaucoup les chiffres de dollars, comme on n'avait plus accès au terrain ou très peu accès au terrain, comment on a réussi à se transformer comme équipe, à devenir vraiment une équipe d'activation 360, tous médias confondus. Donc là, tout d'un coup, mon équipe de commandite était à la fois une équipe de pub, de médias sociaux, de ARP, de contenu, de com interne. Donc, comment on réussit à exploser nos partenaires quand on n'a pas accès à notre bouchée principale actuellement, qui est le terrain, comment on a réussi à exploser nos partenariats en utilisant d'autres formes. Donc, c'est là qu'on a changé un peu la façon dont on investissait, plutôt au niveau de notre activation qu'au niveau de nos partenariats.
OK. Fait que vous avez gardé les mêmes partenariats, vous avez fait des activations différentes. Différent, Il exact. y a eu un alignement dans le business, là, je veux dire, c'était comme tout le monde était d'accord chez vous, là, qu'on a comme une année de grâce un peu, là, on donne la chance aux coureurs, puis... Oui. OK. Ben écoute, je pense que c'est intéressant, puis merci d'avoir fait ça au nom de l'industrie. Tu sais, je pense que c'était la bonne... je pense qu'on se rappelle de ces choses-là aussi, tu sais, c'est quelque chose qui reste. Ça montre les valeurs aussi d'une organisation. Fait qu'en tout cas, déjà, je trouve ça pas mal de fun. Merci de partager ça. Marie-Ève, est-ce que toi, de ton côté, de l'autre bord, hein, du côté de la commandité, l'OSM, comment ça s'est... toi, tu es arrivé en plus, je pense, à l'OSM à peu près pendant cette période-là. Comment ça s'est vécu, tous ces changements-là? Heureusement, je suis arrivée un bon 6 à 8 mois avant ça, donc j'ai pu vivre un peu la normale. C'est sûr que nous, on a plusieurs commanditaires, comme tu disais, là, ça peut être entre 30 et 50 là, selon les années, mais dans le fond, le challenge, c'était vraiment de garder ces commanditaires-là, de ne pas tout reporter à l'année suivante. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des gens hyper allumés, là, hyper innovants. Donc, on a transformé la Maison Symphonique carrément en un immense studio d'enregistrement. Il y a 33 concerts qui ont été captés, diffusés et on a obtenu, à ce jour, je pense qu'on est à 183 000 spectateurs là, qui ont vu nos concerts. Donc, ça m'a permis de bâtir une structure de commandite numérique, d'attacher tous nos partenaires, de justifier des investissements, puis d'innover là, avec des formats du contenu bonifié, des trucs comme ça. Donc, de réinventer aussi un peu non seulement les visibilités, mais aussi les activations, pour montrer le lien entre la marque et l'OSM. Et puis, que ces entreprises-là puissent jouir de la même notoriété pendant la pandémie, du moins du mieux que possible. Donc, beaucoup plus de reach, dans le fond, plus de gens que vous avez rejoints finalement grâce à cette digitalisation, dans le fond. Bien, je dirais qu'au total, c'est peut-être pas autant. Là, si on se dit que si on regarde la capacité de la Maison Symphonique, puis normalement, on fait 100 concerts là, par saison. Donc, c'est peut-être un petit peu moins. Mais étonnamment, avec 33 concerts, on s'est rendu presque au même chiffre. Donc, Donc, si on l'appliquait à 100 concerts, vous auriez probablement dépassé largement. Là, Ah, tout à fait. Sans compter nos événements réinventés. Là, on a fait toutes sortes d'événements qui étaient dans les règles de la santé publique, drive-in ou des concerts pop-up surprises. Là, mais bon, avec le numérique, c'est sûr que c'est ça qui nous a sauvés. Là. Puis côté la valorisation des commandites, est-ce qu'ils ont évolué grandement? Est-ce que tout le monde a été aussi gentil que la Sun Life avec vous autres? Oui, nous, ça a été super. Là, vraiment, nos partenaires étaient là. On les a tous gardés, on n'en a pas perdu. Wow. Quelques exceptions qu'on a dû reporter parce qu'évidemment, ça ne touchait pas seulement nous. Là. Il y a des industries qui ont été durement touchées. Donc, on était hyper flexibles. Notre but, ce n'était pas de les garder à tout prix. On leur donnait toujours l'option de reporter ou autre. Mais on a réussi à avoir tellement une bonne structure en place qu'on a réussi à garder la majorité des investissements cette année. Ouais. Excellent. Bien, c'est super. Tu vas nous raconter ça tantôt, là, qu'est-ce que vous avez fait comme changement, puis comment... en tout cas, on va en parler beaucoup plus en détail. Merci, Maria. Bienvenue. Et le dernier, mais non le moindre, Ricardo, toi, comment ça s'est vécu de ton côté, là, les renouvellements? Puis, je pense que c'était quoi? C'était la deuxième année, hein, à Santa Teresa? Oui, puis deuxième année aussi pendant la pandémie, en fait. Et là là. Ça a été spécial. Parce que nous autres, on était certains que là, le printemps 2022 serait la lumière au bout du tunnel, puis on pourrait revenir avec le présentiel. Mais ça ne fut pas le cas. Donc, on était juste à temps. Là, ça a été la semaine dernière, notre deuxième édition. Fait que c'est correct, on s'est adapté. Mais à Santa Teresa, on avait déjà un peu une vision d'essayer de tendre vers devenir un média, un événement à l'année. Donc, on explorait déjà toutes sortes de pistes pour faire ça, puis pas rester un peu dans nos 3 jours de festival. Okay. La formule habituelle, c'était ce qu'on s'attendait de nous, je pense, c'était de faire des concerts virtuels. Puis nous, on ne voulait pas faire ça parce qu'on savait qu'on s'en allait jouer dans le même terrain que toutes sortes de d'autres marques, puis de d'autres médias, puis de d'autres festivals. Mais je rejoins Anne-Marie et Marie-Ève en disant que nos commanditaires ont été très généreux. Je pense que la majorité ont été de bons joueurs, puis nous ont dit on veut rester avec vous, on croit dans ce que vous faites. Puis nous, on s'est dit au lieu de prendre cet argent-là, puis de juste un peu faire ce qu'on fait habituellement, on s'est dit essayons d'exploser notre formule événementielle. C'est quoi nous, on était déjà quand même bien informés sur c'était quoi les triggers d'engagement de notre cible.
Donc, on s'est servi de ça finalement pour créer des événements. Au lieu de faire des concerts, on a fait des concours où il y avait vraiment de l'argent qui était redonné aux artistes émergents pour créer des clips. Et donc là, ça, c'était associé à des marques et tout ça. Donc, nous autres, notre but, c'était de faire comme en événement, ce qu'on fait, c'est on est une extension un peu nos campagnes. On essaie de créer cette émotion-là, cet engagement-là différemment. Bien, nous, on a essayé d'appliquer cette même logique-là à nos actions. Fait que l'événement, ça devient juste une marque, un moment de vérité dans ton lien avec la marque. C'est pas la seule chose, finalement. Exact. Puis il y en a eu des événements, puis ça t'intéressant, on a une façon de faire les choses qui sont très frontales, très crues. Notre édition s'appelle l'édition virale, puis on a joué beaucoup avec ça dans la tonalité et tout. Fait que, je pense qu'on a essayé d'aller chercher tout ce qu'on pouvait finalement pour faire revivre un peu le même genre de grandeur à travers autant des pièces numériques qui vivaient au-delà de l'événement que vraiment aller chercher les gens par le vote ou encore par l'amour qu'ils avaient déjà pour certains artistes à travers des formats qui étaient un peu différents. Puis ton histoire, là, quand tu as dit que tu veux faire vivre ça à longueur d'année, donc tu voulais vraiment, comme ça ne soit pas juste finalement un événement, mais une marque si je comprends bien, c'est une marque qui aurait vécu à l'année longue à travers plein d'autres activités déjà, comme avant même que ça existe, les activités virtuelles, c'était déjà prévu qu'il y en ait? Oui, tout à fait. On s'inspirait beaucoup de marques qui, à l'événementiel, qui à l'international font très bien ça. Si on va sur YouTube puis on va consommer un Colors, par exemple, ou un Tiny Desk Concert qui sont très connus, au Québec, on n'a rien de ça. On n'a pas, par exemple, un one-stop shop où quand un artiste de l'extérieur vient jouer à Montréal, il faut qu'il fasse cette série de contenus-là. Donc, nous, on s'est dit, il faut développer ça. Le Feu Musique Plus n'est plus là. Donc là, on a besoin, nous, de peut-être occuper cette place-là. On peut le faire. Donc, c'est ça le but, en fait. C'est de nous permettre de créer autant des petits événements pop-up que vraiment des rendez-vous virtuels qui vont nous permettre de devenir une référence dans notre industrie. OK. Bien, merci, Ricardo. Super intéressant. Puis, good job. En tout cas, je trouve que vous avez l'air à vraiment bien vous en sortir. Merci. Je serais curieux, je pense que l'innovation, ça émerge souvent dans la contrainte. Là. Puis là, je pense qu'on a eu un bon exemple là-dessus. Y en a-tu justement, là, comment ça s'est déployé, la commandite dans les nouvelles plateformes? Y a-tu des choses que vous avez faites comme « Wow, ça, c'est une innovation qui a émergé de cette contrainte-là qui est venue, puis on aimerait donc ça qu'elle reste, c'est le fun, c'est quelque chose qui est comme vraiment positif. » Pas juste comme quelque chose qui est un mal nécessaire de faire pour continuer à survivre, mais plus comme, y a-tu des choses qui ont émergé là, que vous dites comme « Hey, ça, c'est vraiment un beau learning. » C'est quelqu'un qui aurait un exemple pour moi? Marie-Ève? Je peux peut-être me lancer. Oui, on a eu des demandes un peu inusitées. Là, récemment, BMO pour Jeunesse J'écoute, justement, on avait une campagne avec des duos TikTok Challenge. Donc, c'était avec les autres propriétés commanditées de BMO, donc avec le Club de foot Montréal, avec les Bulls, les Chicago Bulls, et avec le Calgary Stampede. Donc, il y a eu une campagne là, sur tous les réseaux sociaux et puis ça a été assez impressionnant. Là. Hier, on me disait qu'on a eu un total de 153 millions de vues. C'est assez… 153 millions de vues. Okay. Oui, mais j'ai vraiment relu plusieurs fois le chiffre et c'est bien ça. Puis, juste avec en fait, on a réussi à embarquer un musicien là, dans ce duo-là, ce challenge-là. Et juste à lui, il y a eu 1,1 million de vues. Donc, c'est vraiment de la belle visibilité là, à travers l'Amérique du Nord pour nous. C'était sûr, c'était une première expérience. Là. On a eu des ajustements en cours de route, mais tout s'est super bien passé. Puis sinon, autre truc qui sort de l'ordinaire un peu, on a fait un concert de Noël en réalité augmentée. Là. Dans le fond, BMO, ça fait, je pense, plus que 35 ans qu'il fait son concert de Noël à la basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Port. Et puis, pour ne pas freiner la tradition, avec leur agence FCB, ils ont eu l'idée de créer une application qui serait, avec un programme qui serait envoyé à toute leur base de 14 000 clients, je crois. Et les personnes pouvaient voir un trio quatuor, en fait, de l'OSM et le positionner sur leur table à manger ou dans leur pièce, comme s'ils jouaient chez eux. Donc, ça aussi, ça a été une belle aventure à laquelle les musiciens ont accepté de participer. Là. Il doit y avoir pas mal de challenges là-dedans. On va en parler tantôt là, de comment ça s'opère, là, ces challenges-là, puis comment c'est possible ou pas possible des fois. De votre côté, là, Ricardo, Marie, as-tu quelque chose… Moi, ce que je trouve, tu l'as dit d'une façon super intéressante, j'en prends ça. Tu vois, moi, je m'étais notée souvent dans la vie, c'est dans l'adversité qu'est née la créativité.
Ouais. Puis je trouve que c'est exactement ça, puis ça rejoint le point que Ricardo a amené. Dans le fond, on dirait qu'on a été forcé de faire les choses de façon différente, mais dans le fond, c'est toutes des choses qu'on aurait pu faire avant, mais qu'on ne faisait pas, où on ne mettait pas notre énergie ou notre argent ou nos efforts ou notre espace mental à cet endroit-là, mais de faire en sorte que les commandites, les propriétés durent à l'année, qu'ils soient explosés en contenu, tout azimut, tout format, de plein de façons différentes. C'est déjà ça, en fait, qu'on devrait faire comme professionnel de la commandite. Là, ça nous a forcé à penser autrement, à trouver des façons créatives. Je pense que notre défi d'industrie, ça va être de ne pas tomber dans nos bottines, de garder tout ce qu'on faisait de bien, qui était bon avant, mais de garder tout ça, tout ce dont Ricardo et ce dont Marie-Ève a parlé, on l'a fait là. On a fait parce qu'on a été obligé, ça nous a forcé à penser de façon différente. Comment on peut garder ce qu'on avait avant en ajoutant ces volets-là? Puis je regarde la façon qu'on l'a, nous, de notre côté, gérer avec nos partenaires, justement, en prenant le téléphone et en disant, bon, ben regarde, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des partenaires comme le Canadien qu'on a appelé, on a dit, ben là, on est confinés, on est en pandémie, nous autres, on veut se positionner en santé, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les gens à la maison? Puis en discutant avec eux, puis c'est dans les contraintes de capacité, de tournage. Leurs contraintes et vos contraintes. Leurs contraintes, et des équipes ultra réduites de capacité d'enfants à la maison, etc., mais de dire, regarde, on va faire une activité où est-ce qu'on va utiliser les joueurs, puis on va proposer des exercices tout simples que les gens peuvent faire à la maison. Puis on a créé la pause active du Canadien avec Sun Life, qui était propulsée par Sun Life. Puis chaque jour, on envoyait une capsule que les gens pouvaient faire à la maison juste pour se garder actifs. Donc, très, très tôt, en début de pandémie, en début de confinement, quand on savait que les gens étaient pour être péris puis être sédentaires, comment on peut utiliser le IP du Canadien, l'Intellectual Property du Canadien, pour faire sortir les gens, pour que ça corresponde à nos objectifs. Bien, ça, c'est quelque chose qui a été créé justement dans l'adversité, parce qu'on s'est dit qu'on se retrousse les manches, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'a plus notre ringboard, on n'a plus notre match, on n'a plus nos billets. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, de se réinventer de cette façon-là, c'est le genre d'activité qu'on veut garder à l'avenir. Donc, on essaie de faire au niveau canadien avec les Raptors, comment on peut utiliser tout, comment on peut utiliser le coach, le nutritionniste, le contenu. Avez-vous vu du reach qui était justement, tu sais, comme un peu disait disait Marie-Ève tantôt, tu sais, est-ce que le reach a été finalement plus grand, justement? Tu sais, est-ce que finalement vous avez réussi à atteindre plus de gens avec ces capsules-là que vous auriez réussi à faire dans le vrai vie? 1,5 à 2 millions de personnes à peu près. C'est sûr que c'est l'engagement au niveau virtuel, c'est ça qui, tu sais, Ricardo en a parlé, on en a parlé beaucoup entre nous là aussi, mais c'est cette émotion-là, cet engagement-là de la commandite, c'est ça qui est le plus difficile à transposer en virtuel pour le moment. Puis je ne crois pas qu'en tant qu'industrie, on a trouvé la clé. Puis c'est correct, là, c'est test and learn, on est tous nouveaux là-dedans sur la planète. Et comment on est capable de transposer cette émotion-là? Donc oui, on a eu beaucoup de portée. Est-ce qu'on a eu le même niveau d'engagement? Je ne sais pas. On va en parler de ça, Anne-Marie. J'arrête pas de me mélanger entre vous deux, Anne-Marie et Marie-Ève. Je suis désolé, mais je suis tout avec vous. On s'entend bien, nous deux, de toute façon. On est toi, Ricardo, as-tu... Ouais. Ben oui, moi, honnêtement, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ça a été, tu sais, habituellement, le contenu vit de son bord, l'événement vit de son bord, mais moi, je trouve qu'on était capable vraiment de transposer, puis des apprentissages qu'on faisait l'un, on l'amenait à l'autre. Tu sais, nous, un des volets qui a toujours été les plus porteurs pour Santa, c'est les artistes émergents, puis on avait même un stage qui était vraiment attitré à des jeunes là, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, puis on avait une série de contenus autour de ça où on filmait le jeune, on l'amenait en studio, on le faisait rencontrer des producteurs, tout ça, un peu comme une académie. Puis, l'année passée, on s'est dit, ben, pourquoi on ne fait pas un genre au lieu de faire un open mic, on va faire un open story. Puis là, sur Instagram, les gens nous taguaient, puis ils postaient leurs perfos en nous taguant. Puis, tu sais, ça a pogné comme tout de suite parce que le trigger, c'était, je me mets en valeur. Mes amis vont m'appuyer, mes amis vont partager ma story justement parce qu'ils veulent que je sois au prochain Santa Teresa, qui était le prix à gagner. Donc, c'est ça. Tu as utilisé leur réseau dans le fond, là aussi. Tu as piggybacké un peu leur réseau, là. Le réseau de tous les participants qui ont été des milliers. Puis là, tu sais, nous, il fallait même qu'on trie après ça qui qu'on reposte en story parce qu'on n'avait pas assez de story pour le faire. Ça devient comme des nano-influenceurs un peu, tu sais. Tu es comme oui, plein d'influenceurs au lieu d'en avoir un seul ou...
Tout à fait. Puis les kids veulent vraiment que leur story soit vue parce que eux, c'est souvent c'est un peu comme quand tu t'inscris à un Star Academy. Fait l'idée, c'était juste, je trouvais ça intéressant de prendre des mécaniques qui fonctionnent bien du côté en personne, puis de voir comment on peut les transposer et vice-versa. Puis je pense qu'on a plein de choses qu'on a apprises cette année qu'on va transposer à l'événement l'année prochaine. Fait que c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas une formule spécifique, mais il y a certainement plus d'osmose qui va se faire. Bon, ben je pense que c'est le fun. Là, il y a beaucoup plus de reach, en tout cas plus de possibilités de reach, des mécaniques virales aussi qui n'existaient pas en présentiel. Je pense qu'on s'entend tous pour voir un peu ces avantages-là. Ça vit dans les médias sociaux, donc ça a une capacité à se propager beaucoup plus facilement. Mais maintenant, justement, tu l'as mentionné, Anne-Marie, l'engagement. Comment on quantifie ça, l'engagement que tu vis dans parce que, je ne sais pas, moi, tu lances, tu frappes une balle à la Rogers Cup avec la Banque nationale ou tu fais quelque chose de très... tu as un engagement là, physique versus un engagement virtuel comme ça. Comment toi, Anne-Marie, là, justement, d'un point de vue commanditaire, tu vois ça, la différence de valeur entre ces deux types d'engagement-là qui sont bien différents? Tellement. Quand on parle d'engagement, l'engagement, c'est quoi en fait? L'engagement, c'est l'expérience, c'est la relation, c'est le côté émotionnel. Puis c'est ça l'avantage. Tantôt, on parlait de publicité aussi. La publicité a plein de beaux côtés, mais le côté émotion, relation de la commandite, c'est ce qui fait la spécificité de la commandite. Pourquoi je choisirais d'investir en commandite versus en pub versus dans une campagne de lead gen? C'est pour ce côté d'émotion. Et là, je pense, en tout cas, moi, c'est ce que je vois comme défi, c'est de réussir à transposer cette émotion-là, cette relation qu'on crée avec les gens en mode virtuel. Je ne pense pas qu'on a très bien réussi pour le moment parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de portée, beaucoup d'inscriptions. Le webinaire d'aujourd'hui est un bon exemple. Qui l'écoute vraiment attentivement, qui n'est pas en train de regarder des courriels en même temps, qui s'est inscrit mais ne s'est pas présenté. Donc, il y a un côté du présentiel qui est très difficile à aller chercher. Donc, comment on va réussir à mesurer cet engagement-là? Moi, mes objectifs d'affaires, mes objectifs marketing, mes objectifs de communication ne changent pas. Que ce soit en présentiel ou en virtuel, je choisis la commandite pour des raisons spécifiques. Est-ce que la commandite va réussir à livrer selon les objectifs que j'ai, oui ou non? Que ce soit une commandite en virtuel ou en réel. Voici mes objectifs. Quel médium de communication je vais choisir? Si je choisis la commandite, pourquoi? Puis comment je vais mesurer au niveau de mes résultats? Donc, si cet engagement-là fait partie de mes KPI, comment je vais faire pour le mesurer? Est-ce qu'ils vont réussir à livrer sur mes objectifs d'affaires? Est-ce que ça m'aide au niveau de ma familiarité? Moi, c'est pour ça que je fais de la commandite. C'est pour que les gens me connaissent mieux, qu'ils se sentent plus proches de moi, donc qu'ils sachent qui je suis et ce que je fais, comment je peux les aider. Ma notoriété, c'est fait. Donc, je ne suis pas là pour avoir de la notoriété. Je suis là pour aller créer cette relation de proximité-là. Donc, est-ce que peut-être le virtuel pourrait aider ta familiarité en y apportant peut-être un peu plus de fréquence, un peu moins d'intensité, mais un peu plus de fréquence, peut-être? Peut-être. À ce moment-là, est-ce que c'est la commandite qui va être le meilleur médium pour m'amener à aller chercher cette fréquence, ou je serais mieux de faire une campagne web, ou je serais mieux d'investir plus en pub, ou de faire un partenariat média? C'est là où les questions, quand on parle de fusion de disciplines, c'est là que tu deviens à te dire, OK, bien, si la commandite devient virtuelle, est-ce que la commandite demeure le meilleur médium pour moi pour rejoindre mes objectifs? Je pense qu'on va parler de ça, là, justement, de la fusion des disciplines puis du mélange des genres que ça peut créer. On va en parler tantôt. Là. Tu essaies de me devancer, mais espèce de coquine. Mais je ne laisserai pas faire parce que j'aimerais ça prendre l'opinion là, de Marie-Ève là-dessus. Là. Marie-Ève, tu me disais que tu avais Tu disais que tu parlais là, pour l'histoire de l'engagement, là, comment l'engagement peut se vivre, de façon... comment on peut quand même avoir un bon engagement, une bonne intensité d'engagement à travers le virtuel? Oui, on parlait d'engagement. Puis, tu sais, Anne-Marie, pour faire du pouce sur ce que tu disais, on parlait d'émotion. Comment on fait pour créer l'émotion quand on n'est pas en personne, tout ça. Puis, je pense que dans le cadre de la commandite, c'est vraiment avec le storytelling que l'on peut faire avec la marque. Par exemple, tu sais, nous, un de nos commanditaires, Groupe Forget, audioprothésiste, voulait sensibiliser la population à l'importance de la santé auditive.
Donc, ils ont fourni des bouchons là, pour les oreilles de tous nos musiciens et on a pu avoir des super témoignages là, de chacun de nos musiciens sur leur background même familial avec des acouphènes ou dans la famille ou leurs inquiétudes ou bref, on a fait des super belles capsules donc qui vont être révélées, là, je pense que c'est une par mois, là, je ne sais même plus le calendrier, mais donc on réussit à aller chercher une émotion avec ça. Ou un autre exemple, on a BMO, lors de notre concert à l'aéroport de Montréal, il va y avoir une loge mobile BMO. Et puis, on se disait, bon, est-ce qu'on fait un concours pour gagner sa place dedans? Puis, on s'est dit, ben non, on va faire profiter de cette loge-là à une famille de la musique aux enfants, qui est le programme de l'OSM à Montréal-Nord. Donc, on a fait un concours plus en micro avec l'école Saint-Rémy. Et puis là, on va avoir une famille qui va avoir la chance de vivre un traitement là, tout inclus et puis de rencontrer ses mentors sur place, la chef d'orchestre. Et donc, il va y avoir du beau storytelling après l'événement, donc avec tout ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'on réussit à aller chercher plus le côté émotion. Là. Moi, là, je vais vous demander, moi, je suis un gars de performance, là, puis un des mots que je me méfie dans la vie, c'est le mot engagement, dans le sens où ça peut tout puis rien dire. Tu sais, je veux dire, c'est des belles histoires, puis je pense que c'est définitivement, ça crée des connexions avec une marque. Mais à un moment donné, il faut que tu mettes ça, il faut que tu remplisses ça dans un business case, il faut que tu expliques qu'est-ce que ça a apporté. Fait que je vais vouloir vous entendre là-dessus sur les KPI de l'engagement. Ricardo, tu avais quelque chose à ajouter? Je ne sais pas si ça va dans cette direction-là ou autre, mais vas-y dans tous les cas. Oui, non, tout à fait. Ben, je vais faire un petit peu de millage sur ce que Marie-Ève disait par rapport au storytelling, parce que, tu sais, nous, on l'a vécu directement avec des marques, par exemple, comme TELUS, qui étaient peut-être un petit peu plus froides, tu sais, à l'idée de parler d'une certaine manière, d'être trop populaire dans leur approche avec leur clientèle, mais ils voulaient aller chercher une clientèle plus jeune, 13 à 17 à une certaine époque. Puis, tu sais, nous autres, on a des personnages. Nous, c'est la banlieue. On a développé des Teresa, des bonhommes animés qui ont tous des voix très, très proches du peuple, puis qui ont vraiment, on parle comme monsieur, madame, tout le monde, puis on utilise ça un peu pour toucher les gens puis les engager. Puis là, quand je parle d'engagement, je parle strictement de vraiment d'engagement, interagir avec la publication, là, interaction vraiment sociale. Engagement comme dans la définition de Facebook d'engagement. Exactement. Engagement comme Arnaud Soli, seul s'est engagé, on va dire. Donc, voilà, ce type d'engagement-là. Puis, tu sais, on l'a vu parce que ce qu'on voyait, c'est que nos marques étaient contentes de pouvoir dire des choses qu'elles n'auraient pas pu dire si elles n'avaient pas eu l'association avec des personnages. On avait vraiment un personnage qu'on associait. On utilisait un peu l'approche Walt Disney. Là, on avait des personnages vraiment qu'on pouvait attirer à une campagne ou même à une sous-entité ou à quelque chose que la marque voulait dire, mais qu'elle ne pouvait pas dire elle-même. Et à travers ce storytelling-là, que ce soit humoristique, que ce soit plus informatif, les marques arrivaient à toucher une cible qu'elles ne touchaient pas dans leur propre campagne. Non. OK. Intéressant. Puis en plus, ils ne risquent pas de se retrouver dans un scandale, tes personnages. Là. Ça, c'est quand même pratique en 2021. Ouais. Anne-Marie, la piste que tu nous as amenée, je trouvais ça bien intéressant parce que moi, à un moment donné, j'ai l'impression que la décision de bienveillance que tu nous décrivais au début, puis celle que peut-être un peu plus rationnelle qui est à venir, à savoir, à un moment donné, c'est le fun, mais on veut du data, on veut des chiffres, on veut de la quantification, on veut voir si notre familiarité a progressé, on veut voir si nos KPI d'entreprise ont progressé. Je vais faire le lien avec la publicité parce que tu l'as amené. À un moment donné, ça devient la commandite. C'est pas, dans un sens, c'est pas obligatoire. Hein, je veux dire, on peut décider de faire autre chose que de la commandite. Fait que comment, c'est quoi les KPI spécifiques de la commandite justement dans ce secteur-là? Ou est-ce que ça devient les mêmes que la pub finalement? Puis si oui, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas devenir un seul et même budget, cette affaire-là? Ben, effectivement, en fait, moi, je regarde c'est quoi mes objectifs d'affaires, c'est quoi mes objectifs marketing, puis après ça, la façon que je mesurais, par exemple, mes partenariats médias versus mes partenariats en commandite, c'était à peu près les mêmes questions. Si mon objectif d'affaires, c'est le même, tout ce que je fais dans mon mix devrait ramer vers ces grands objectifs-là. Oui, je vais mesurer un paquet de mesures différentes, qu'on soit en publicité ou en commandite ou en philanthropie ou peu importe, mais at the end of the day, tout doit ramer vers mes objectifs d'affaires. Puis si, par exemple, moi, ce que je veux, justement, c'est la familiarité, ma job de notoriété, elle est faite,
bien, toutes mes activités devraient être des expériences qui sont positives. Donc, est-ce que ça donne une image positive de mon brand, de ma marque? Désolée de l'anglicisme. Est-ce que c'est des expériences qui sont appréciées? Est-ce que ça donne une image positive? Est-ce que ça améliore la perception que les gens ont de ma marque? Est-ce qu'ils comprennent mieux qui je suis et ce que je fais? Est-ce que les gens associent Sun Life à la santé et à la finance? C'est ça qu'il faut que je réussisse à accomplir. Puis, est-ce que ça fait en sorte, le fait qu'ils me connaissent mieux, qu'ils me comprennent mieux, est-ce qu'ils me considéreraient comme partenaire d'affaires dans le futur? Donc, que ce soit un investissement en médias ou en commandite, c'est ça que je veux livrer, moi. Après ça, c'est là que le jeu se joue avec les dollars, de dire qu'est-ce qui me permet le mieux ces différents objectifs-là. OK. Puis... Mais mes KPI, mes objectifs d'affaires ne changent pas. Mes KPI ne changent pas. Ce qui va changer, c'est la question, quel est le meilleur véhicule pour m'y rendre? Puis si la commandite ne réussit plus à me... Si l'année COVID devenait l'année de toutes les années, là, je me poserais beaucoup plus de questions parce que là, comme on dit, la fusion des disciplines, il n'y a plus beaucoup de différence entre. Là, le présentiel va revenir, la commandite va revenir à ce qu'elle était. Mais si on compare des pommes pour des pommes, il faut réussir à différencier la commandite dans ce qu'elle apporte de particulier, qui est cette émotion-là. Mais les KPI, pour moi, c'est les KPI au niveau des affaires. Puis toi, dans ton cas, puis là, je ne veux pas revenir sur... je veux juste être certain, je te le demande, là, toi, tu es responsable autant de l'un que de l'autre, right? Bien, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais moi, je m'occupe vraiment des dons et commandites Québec, mais je gère aussi la stratégie marketing canadienne et donc la stratégie marketing Québec. Donc, c'est drôle, mais des fois, je pourrais être en conflit d'intérêts envers moi-même. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pourrais dire, je voudrais préserver mes budgets au niveau dons et commandites Québec, mais mon côté stratégie marketing pourrait me dire, ah ben non, c'est en publicité qu'on devrait mettre plus d'argent parce que ça serait plus utile pour la marque et pour les objectifs d'affaires. Donc, des fois, je deviens en compétition un peu. C'est quand même moins politique un peu que quand c'est une autre personne. On peut voir ça comme ça. D'ailleurs, toi, de ton côté, Marie-Ève, comment tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu vois que justement le rapprochement, est-ce que tu le vois, ça, ce rapprochement-là? Est-ce que tu te fais poser des questions par tes commanditaires, justement, à savoir, est-ce qu'ils te comparent à de l'efficacité publicitaire, par exemple, parfois, ou des choses comme ça? Bien, tout à fait. Là, c'est sûr que toutes nos métriques, on doit les fournir chaque fois là, dans nos bilans. Puis, notre taux d'engagement, on a la chance d'avoir un très bon taux d'engagement là, à l'OSM. Donc, même nos contenus commanditaires, en général, on est dans le 5,5 %. Donc, ça se passe bien, là, tout dépendamment c'est quoi le contenu. Mais oui, on doit fournir tous ces KPI-là, toutes ces métriques-là dans nos bilans. C'est là-dessus qu'on est évalué, en fait, là, sur la valeur de la commandite. Puis, on est heureux de faire affaire avec des compagnies qui nous aident là-dedans, comme Elevent, justement, ou Adviso qu'on va consulter à certains moments. Donc, c'est ça. Oui, on est vraiment dans ces détails-là. Mais tu le sens-tu, toi, que ça... Fait que donc, tu sens que oui, il y a plus de métriques, peut-être, donc, qui sont demandées, qui se rapprochent plus de la publicité, mais as-tu l'impression qu'à un moment donné, ça pourrait devenir un gros budget, puis ça va être moins des budgets distincts? C'est-tu quelque chose que tu vois? Je dirais que c'était déjà, nous, moi, dans mon passé, là, je dirais depuis les 7-8 dernières années là, en commandite, là, on était déjà vraiment dans les calculs d'impression. Et puis, tu sais, oui, on allait chercher parfois des budgets même de médias. Des fois, c'est des budgets de commandite, des fois, c'est des budgets de marketing, des fois, des budgets même de médias, d'agences. Donc, tu sais, c'est ça. Ça peut être des vases communicants aussi. Là, mais que ce soit un client commandite, médias, marketing, on doit sortir tous ces chiffres-là, puis oui, atteindre des KPI. D'ailleurs, Ricardo, je trouvais qu'il avait une bonne approche. Il me disait l'autre fois qu'on était offline, il disait moi, je pige dans les 2 budgets, c'est pas compliqué. Là. Comment tu fais ça, toi, Ricardo? Ben, tu sais, nous, on s'est positionné d'emblée comme une marque qui était beaucoup plus une marque de Marcom, tu sais, publicité, justement. Que, tu sais, on a plongé la marque dans le contenu éditorial dès sa création. Fait que moi, mes partenaires m'ont toujours demandé des KPI, que ce soit les taux d'engagement, les portées, donc, même
la bonne nouvelle, c'est que c'est ça, notre contenu il divertit, donc on n'a pas besoin d'investir massivement pour que nos contenus soient partagés ici. Mais oui, nous, ça a toujours été ça. Puis on ne s'est jamais fait demander vraiment des publics à partager parce que vu que nous, on est plus du côté mineur, souvent avec la cible qu'on a naturellement, habituellement, on reste dans disons, dans les KPI très standardisés là, de l'industrie numérique. Mais oui, nous, en fait, les deux sont des bases communicants vraiment avec tous nos partenaires. Puis souvent, on est capable d'aller chercher un chunk de leur côté publicitaire parce qu'on est capable de co-créer une micro-campagne avec eux autour du festival, comme je disais tantôt, avec les personnages et compagnie, ou encore avec d'autres sous-marques du festival. Donc, voilà. Fait que là, dans le fond, une des constantes, je pense que je remarque dans tout ce que vous me dites, c'est le fait de devenir plus ongoing, là, d'être en continu, dans le fond. Puis ça, c'est le même constat que la publicité fait. Là. Tout le monde essaye de devenir le plus possible de devenir avec des campagnes en continu versus des campagnes. Fait que ça, c'est vraiment une constante. Puis je pense qu'un autre élément qui vous joint avec la publicité, c'est l'audience. Tu sais, je veux dire, les deux, c'est la recherche d'une audience, accéder à une audience. Plus ça va aussi, je pense que c'est... En tout cas, moi, mes clients plus annonceurs vont vraiment vouloir le plus possible voir l'audience comme un actif. Donc, un actif, c'est quoi? C'est quelque chose que je peux réutiliser. C'est pas juste quelque chose one time, j'ai montré mon logo, c'est fini, on passe à d'autres choses. Comment vous vous positionnez par rapport à ça, en tant que commandité ou commanditaire sur l'accès à l'audience, autant on the fly, mais plus tard pour la réactiver? Est-ce que, par exemple, toi, Ricardo, là, il y a un annonceur chez vous, il peut-tu faire un deal dans lequel il part avec de l'audience? Oui, tout à fait. Tu sais, souvent, on va créer, par exemple, quand on a fait le champion du clip, l'année passée, on l'a fait avec TELUS. Puis cette année, ça a été Sirius. Puis ça fait partie du deal que l'audience nous appartient, mais elle leur appartenait le temps de la commandite. Donc, eux pouvaient la réactiver après avec des concours et tout. Nous, une audience qu'on avait créée du moment où on avait créé le premier événement, puis qu'on a nourri au fur et à mesure que les gens participaient avec le vote. Ça faisait déjà toute partie de la participation de chaque personne qui allait voter. Mais cette audience-là est une possession de Santa Teresa. Et donc, quand on a transitionné vers Sirius cette année, le Sirius ont eu droit à cette audience-là le temps de la commandite. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. OK, mais très concrètement, Ricardo, là, on parle de quoi là, comme audience? On parle-tu d'un email opt-in? On parle-tu d'une audience Facebook qu'ils peuvent réactiver, que vous leur prêtez, à laquelle ils ont accès à, ils peuvent leur parler, mais il ne faut pas la réutiliser lorsque vous leur enlevez la permission? C'est de ça qu'on parle, là. On parle de ça exactement. Fait une audience, il y a une audience Facebook, Instagram. Il y a une audience aussi. Maintenant, on peut créer des audiences avec TikTok. L'an passé, on l'a fait. Donc, c'est même mécanique. Ils ont exactement la même plateforme, même si c'est deux entités différentes. Puis, on a le email opt-in aussi. Fait qu'on a vraiment on a du email marketing attitré à chaque sous-marque de la marque Santa Teresa. Donc, la chaîne, on a quelques infolettes qui sont associées, par exemple, au champion du clip. Donc, la marque, elle a une section qui lui est attitrée avec cette liste de courriels-là. Excellent. Merci, très clair. Merci, Ricardo. De ton côté, Anne-Marie, toi, c'est-tu quelque chose qui est important pour toi en tant que commanditaire? Cette capacité à réactiver? Ça l'a déjà été. On a fait certains tests, mais on s'est rendu compte que pour nous, en fait, la commandite, quand je parle beaucoup de ça, mais la place spécifique de la commandite dans le mix marketing, on s'est dit que la commandite, en fait, c'était pas notre meilleur véhicule pour aller faire du lead gen. Nous autres, on est dans la finance, c'était pas vraiment le meilleur véhicule. Puis la commandite, nous, on l'utilise vraiment plus pour tout ce qui est upper funnel. Fait que dans le fond, on veut que les gens, comme je disais, nous connaissent mieux, nous comprennent mieux, qu'ils sachent qu'on existe, qu'ils nous associent à la santé, à la finance, qu'ils nous considèrent au moment où ils vont avoir besoin de nous, qu'ils pensent à nous. C'est ça qu'on veut créer. On veut créer cette première relation-là. Donc, on a des KPI de conversion et non pas des KPI de considération. Je veux dire l'inverse. Exact. On est plus dans les KPI de considération, comme tu dis, que de conversion. On l'a fait. On regarde du opt-in pour envoyer des newsletters, réactiver les gens sur des conversations qu'on a eues. Les succès ont été un peu mitigés. Est-ce que c'est parce qu'on ne l'a pas fait de la bonne façon, si on était trop tôt? Ou... C'est un processus quand même là, très engageant. Là. Les finances, ce n'est pas comme acheter un produit retail. Donc, le processus est un peu différent. Donc, nous, quand on a nos KPI au niveau de notre marque, pour nous, c'est ça notre succès. Après ça, si on réussit à collecter du data, à relancer les gens, à faire du recyclage, c'est un nice collateral, mais ce n'est pas pour ça qu'on y va. Si on voulait faire des activités vraiment de lead gen, c'est pas la commandite qu'on choisirait, on ferait d'autres choses.
Mais tu peux, tu sais, je veux dire, quand tu as des audiences, je prends les exemples d'audiences que Ricardo là, parlait là, pour TELUS ou Sirius, ça n'empêche pas que tu sais que ces audiences-là ont été exposées à quelque chose, tu peux leur, tu sais, tu n'es pas obligé de leur amener un message de conversion, tu pourrais aussi leur apporter un autre message de considération un petit peu plus profond, un petit peu plus avancé, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Oui, à partir du moment où on tombe dans le virtuel, c'est peut-être ça qu'on va faire davantage. Là. Je ne pense pas qu'on a développé ce côté-là abondamment cette année parce qu'on est plus d'habitude du côté réel. Fait que là, passer du côté réel, collecter les datas, d'aller chercher le courriel, de cibler les gens, ça devient une chaîne un peu plus longue là, de passer du réel au virtuel. Quand si on tombe vraiment, on décide qu'on investit là, notre temps dans la commandite d'événements virtuels, puis c'est ça qu'on veut développer, bien là, peut-être qu'on va commencer à tomber dans ces mécaniques-là de t'assister à un événement, je collecte ton data, je te recible avec un message. Et là, on n'a pas poussé chez nous, là, pour le moment, là, tout le moins, dans ce que moi, je vois de l'entreprise, là, c'est gros en live, mais on n'a pas poussé ce volet-là de vraiment de discipline, de commandite d'événements virtuels, puis comment on réussit à faire du lead gen, puis de la data collection à l'intérieur de ça. Là. OK. Merci Anne-Marie. Puis toi, Marie-Ève, à l'OSM, est-ce que tu as des demandes justement là, de réutiliser l'audience? Tu es sur mute, Marie-Ève. Tout à fait. Merci. Peut-être j'ai des bouchons d'oreilles de forgette, là, mais non. Non, non. En fait, comme l'expliquait Anne-Marie, c'est vrai que ça dépend c'est quoi les KPI. Puis quand c'est de la considération, c'est peut-être moins quelque chose de pertinent, des partages d'audience. Par contre, on a des commanditaires qui sont plus dans une dynamique de retail et tout ça. Puis eux, ça les aide à justifier leur retour sur l'investissement, d'avoir accès à nos audiences. Donc, on a eu quelques demandes de certains commanditaires de partager, par exemple, l'audience du site web du concert qu'ils commanditaient afin qu'eux puissent faire du recyclage sur Facebook. Donc, certaines agences et clients là, nous ont fait ces demandes-là. Et puis, on est en train justement on a évalué le tout là, avec notre politique de confidentialité, s'assurer d'être legit à ce niveau-là. On l'était. Puis c'est quelque chose de quand même assez nouveau de notre côté. On veut s'assurer de bien faire les choses, puis qui est encore en évaluation, je dirais. Mais pour l'instant, on donne des accès qui sont limités dans le temps, limités à des audiences vraiment limitées aux produits commandités. Et c'est ça. Mais on continue d'explorer cette avenue-là. Puis c'est-tu quelque chose que tu sens que ce type de demande-là est en... Tu sais, mettons, c'est quel pourcentage de tes demandes ou de tes commanditaires là, qui te demandent ce type de choses-là? Ça en a beaucoup, pas beaucoup? Ben, d'entrée de jeu, on ne l'offre pas à tous nos commanditaires. C'est vraiment un privilège pour les commanditaires majeurs. Là. À partir d'un certain montant, là, on peut commencer à l'offrir. Je dirais que tout ce qui est plus institutionnel ou parapublic, on n'est pas là. C'est vraiment plus dans les entreprises qui sont dans le retail ou dans des industries plus actives à ce niveau-là. OK. Mais pour l'instant, on n'est pas, c'est pas, je dirais même pas 5 là, qui se prête. C'est pas 5 C'est-tu un 5 qui amène un petit challenge, par contre, au niveau de... Tu sais, je te dis, il faut parler au légal. Tu sais, au côté, c'est un 5 qui prend plus que 5 de ton temps, j'ai l'impression, ça se peut-tu? À un certain moment, oui, quand on a voulu le mettre en place, il fallait s'éduquer là, à l'interne, puis faire nos vérifications, faire nos devoirs. Mais là, maintenant, je pense qu'on est quand même, on est capable de le faire. Là. Bref, on livre la marchandise. Il y aura toujours à apprendre là-dessus, là, avec les fameux, l'apocalypse du cookie là, qu'on annonce. Et, il va falloir, dans le fond, continuer à adapter nos politiques et suivre qu'est-ce qui va se passer de près dans ce domaine-là. Excellent. Je pense que tu en sais quelque chose. Oui, l'apocalypse des cookies, effectivement. Oui, c'est quelque chose de gros. Ben, tu sais, c'est quelque chose, dans le fond, qui démontre qu'on a une dépendance envers les audiences de Facebook puis de Google. Puis je pense qu'il va y avoir un mouvement vers devenir autonome dans ces audiences, beaucoup plus. Puis parce qu'ils vont être moins bonnes, les audiences de Google et de Facebook, finalement, dans le futur. Il va coûter beaucoup plus cher à atteindre les mêmes objectifs. Fait que je pense que c'est un mouvement qu'on va voir. Fait que c'est pour ça que je me questionne sur la maturité numérique, le type de demande que tu as. Ouais. À quelque part, ça me rassure pour nous, qu'il y en a juste 5 À quelque part, ça me désole aussi parce que je pense que je pense que les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à ce qui s'en vient. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
On mais en disons, parle beaucoup du côté, tu sais, dans les différents séminaires là, en marketing, tout ça, l'importance des données et tout ça. Puis on sait tous que tout le monde doit aller là, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore prêts ou qui ont des réticences. Donc, c'est ça qu'on observe là. Mais je pense que ça va aller vers là. Puis la valeur va peut-être augmenter. Mais bon, c'est de spéculation là, à voir. ben, nous autres, la première affaire qu'on dit dans nos cours de. Tu sais, on a un cours de stratégie marketing numérique, là, puis c'est comme la première chose qu'on dit, c'est développer votre autonomie puis utiliser le plus que vous pouvez du first party data, donc de la donnée c'est que tu as la possibilité d'activer. Continue complète avec la second party data. Puis pour moi, de la commandite et de la second party data. Tu sais, c'est une entente que tu as win-win entre quelqu'un qui a un contenu, qui a une audience que tu n'as pas accès à, et en échange, tu lui donnes quelque chose. Des fois, c'est de l'argent, des fois, c'est d'autres choses. Puis finis seulement avec du third party, mais les gens, ils commencent avec du third party. Tu sais, fait que c'est des mauvaises habitudes qui ont été prises depuis plus de 10 ans. Là, fait que c'est dur c'est dur à changer un petit peu. Là. Je voudrais juste rajouter par rapport à ça, ce que tu dis. Je pense qu'on est on est une industrie qui s'excite beaucoup là, par rapport aux données, pas juste au niveau de la commandite, mais au niveau du marketing au sens large. Mais spécifiquement en commandite, je pense qu'il faut le faire vraiment pour les bonnes raisons. Parce que ce qui fonctionne en commandite, c'est pas juste dans le virtuel, mais dans la commandite, c'est le win-win-win. Est-ce que c'est bon pour moi comme commanditaire? C'est bon pour la propriété? C'est bon pour le participant? Oui, on le fait. Mais dans la collecte de données, à mon sens, il faut qu'on garde ce souci-là aussi. Oui, OK, on veut de la donnée, mais on va faire quoi avec cette donnée-là? On va envoyer quoi aux gens après? Est-ce que ça va apporter quelque chose pour eux? Tu sais, l'expérience client, à ce moment-là, devient le souci autant de la propriété que du commanditaire. On devrait se mettre ensemble pour s'assurer que ce qu'on va faire avec ce data-là, ça va continuer d'apporter de la valeur, ça va être pertinent par rapport à l'auditoire. Non, mais tu sais, de la donnée, c'est comme une feuille blanche puis une boîte de crayons de couleur. Là. Tu peux faire un masterpiece ou tu peux faire une cochonnerie avec ça. Je veux dire, mettons, je vais te donner un exemple. Tu sais, si je vends des tartes au bleuet puis que je commandite un événement de l'OSM puis que je fais du remarketing agressif aux gens qui sont venus voir un concert avec ma tarte au bleuet, bien, peut-être que ça n'a vraiment pas rapport, tu sais. Mais si je sais pas, je vends des hypothèques, puis je commandite le Salon national de l'habitation et la crowd qui vient là, elle est super qualifiée et que je leur parle, je leur fais un deal. Tu sais, vous avez votre billet de le Salon national de l'habitation, venez profiter d'un, tu sais, comme je vais vous donner un super bon rabais d'entrée juste si vous êtes allé au Salon national de l'habitation, bien, tu peux le reproduire, ce win-win-win-là que tu décris. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est pas parce que tu ramasses des données nécessairement que tu es un marketeur agressif et maladroit. Là. Tu sais, c'est comme ça. Tu peux faire des choses vraiment intéressantes avec ça aussi. Exact, à bon escient. Ben, tu vois comment tu connais maintenant le milieu de la commandite? C'est exactement ça. C'est win-win-win. Bon, mais tu as vu, j'ai appris des affaires avec vous aujourd'hui. C'est merveilleux. Ben, écoutez, justement, tu sais, parce que moi, tu sais, la maturité numérique des clients, la maturité numérique de l'utilisation des données, je trouvais ça intéressant tantôt, puis je vais vous amener sur un autre type de maturité numérique. Tu sais, tantôt, Ricardo, il parle avec des jeunes artistes émergents qui maîtrisent TikTok. Puis, tu sais, je trouvais que Marie-Ève, elle nous décrivait des musiciens de l'OSM. Tu sais, pour moi, un musicien de l'OSM, en tout cas, selon mes préjugés, là, ça a l'air beaucoup plus conservateur qu'un jeune gratteux de guitare de 16 ans là, tu sais, qui est émergent puis qui est né avec le TikTok. Fait que comment ça se vit, ça, là, justement, au niveau de l'exécution? Marie-Ève, tu es encore sur nous. Tu pourrais être surpris, Jeff. Je sais ça. J'ai bien dit que c'était des préjugés. Hein? Je sais. Continue. Non, vas-y, ça va. Mais non, mais justement, explique-moi pourquoi je serais surpris, là. Ah, ben non. Non, mais dans ma tête, c'est parce que dans ma tête, c'est plus facile pour Ricardo, mettons, de faire des choses comme ça que, mettons, pour toi, dans le fond. Pour vrai, oui. C'est sûr qu'il y a sûrement plus d'ouverture là, avec les artistes émergents. Par contre, c'est assez surprenant à quel point les musiciens, on s'imagine, on voit le carcan classique, mais certains jouent du death metal dans leur vie personnelle aussi à côté, où ils écoutent de toutes sortes de musique, puis ils sont quand même très ouverts. Là, en tout cas, de ce que je vois, de ce que j'observe présentement, là, il y a beaucoup d'ouverture et de participation, mais je vais laisser Ricardo répondre là-dessus. Avant, j'aimerais ça juste te demander, est-ce que tu penses que cette flexibilité-là, mettons, je dirais, a été amenée justement par la pandémie? Tu sais, est-ce que c'est parce que les gens ils ont senti qu'il fallait qu'ils fassent une petite affaire de plus pour leur organisation parce qu'elle en avait besoin, genre? Ou c'est-tu quelque chose qui pourrait être activé de façon permanente, cette espèce de extra mile-là que les gens semblaient vouloir donner?
Ça existait. Il y avait déjà une belle coopération, mais j'avoue qu'avec la pandémie, on a vu des affaires là, comme quelqu'un jouer dans un kayak dans sa piscine. Là, on avait des musiciens qui ont fait toutes sortes de capsules. Puis je pense qu'on a réalisé à ce moment-là à quel point il y avait de l'ouverture. Puis ils voulaient travailler aussi, puis faire de la musique. Donc, c'est sûr que là, de la pandémie, est née peut-être une motivation supplémentaire, je dirais. OK. Oui. Est-ce que je réponds à la question? Intéressant. Ouais. Ricardo, de ton côté, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, je dirais juste qu'au niveau de la maturité des audiences, il y a une énorme différence aussi. Oui, notre audience à nous est beaucoup plus habile avec les outils numériques, mais en même temps, est aussi beaucoup plus passive, beaucoup plus en retrait. L'engagement est de plus en plus difficile à aller chercher. C'est une audience qui est très spectatrice dans sa façon de consommer de plus en plus, puis on le voit dans la donnée aussi, là. Fait que, une audience qui est peut-être un petit peu plus âgée va être beaucoup plus surprise, beaucoup plus dans le wow effect de ce qu'elle va voir si le contenu est bien monté puis est bien ciblé pour ses besoins et ses intérêts. Notre cible est juste comme tellement submergée là-dedans, elle passe de son jeu vidéo, elle passe à sa chanson que des fois, c'est comme même si ton contenu est bon, fait qu'on réapprend un peu à l'engager, cette cible-là. Puis sa maturité peut être aussi négative dans le sens où c'est encore plus difficile de l'activer, là. Donc, lui faire faire un geste, la rejoindre, c'est facile, lui faire faire un geste, c'est plus difficile. Oui, puis là, on commence à se demander même la pertinence du geste, même maintenant plus du côté publicitaire dans la vie avec les clients que je travaille. Des fois, on arrête d'optimiser pour l'engagement, puis on commence à optimiser de plus en plus pour juste la portée parce qu'on se rend compte que l'engagement est de moins en moins fréquent. Sauf que l'engagement que tu nous décrivais tantôt, il te créait de la nouvelle portée organique. Il te créait du earned media, dans le fond. Puis je pense que c'était ça l'intérêt là, de l'engagement qui t'a créé quand même. Tout à fait. C'est juste que là, l'engagement faisait partie de la dynamique du contenu lui-même versus de l'engagement juste de quelque chose que je présente, par exemple, qui pourrait être intéressant. OK, je comprends. Ouais. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais juste ça vous demander, petit tour de table, dernier mot là, avant qu'on commence à ouvrir les questions. Là, dans un monde, parce que j'ai l'impression qu'on va être dans un monde hybride, là, on ne sera pas dans un monde totalement... il risque d'avoir encore des spectacles web diffusés à l'OSM un petit peu, j'imagine. Il risque d'avoir des activations à la fois digitales, à la fois présentielles. Comment vous voyez ça? Puis comment ça va impacter, selon vous, là, la commandite à l'avenir? Puis après ça, on va prendre les questions. C'est une grosse question, hein? Anne-Marie? Je peux y aller, je me lance. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que le monde hybride, dans le fond, le futur de la commandite, ça va être un peu au diapason de toutes les questions qu'on se pose sur le future of work. Tout l'avenir du travail et comment les gens vont être au bureau, un peu en mode hybride. Donc, moi, ça, je transpose beaucoup. Je fais beaucoup de parallèles entre le future of work puis le futur de la commandite dans cette discipline hybride, de bâtir cette nouvelle discipline-là qui ne veut pas être une nouvelle discipline. Là. Les événements virtuels, la commandite d'événements virtuels est une discipline émergente. Donc, comme le numérique, quand le numérique est né, il va falloir apprendre à connaître cette discipline-là, à ce qu'elle trouve son propre envol, son propre langage. Je repensais beaucoup à quand l'Internet est né, là, puis le numérique est né, puis tu le vois là, au quotidien, Jean-François, mais on mettait des bannières partout, parce qu'on transposait ce qu'on connaissait dans le numérique. On transposait le print un peu. Exact. Mais là, c'était de l'affichage, on s'en servait comme ça. Je pense que ce qu'on a fait un peu, c'est ça là, pour le moment. On a pris ce qu'on connaissait, puis on a essayé de le transposer en mode virtuel de façon plus ou moins réussie. Donc, comment on va bâtir tout ensemble cette nouvelle discipline-là, puis trouver des nouveaux codes, des nouvelles façons vraiment d'engager les gens au niveau virtuel, que ça trouve sa propre voie. Puis, dans cette discipline émergente-là, comme on parle d'événements virtuels, on parle de contenu. Moi, je voulais lancer un message aux propriétés puis à nos partenaires. Puis c'est ce que j'avais dit la dernière fois dans notre discussion, puis vous m'excuserez du jeu de mots douteux, mais ouvrez votre trench coat. Ouvrez votre trench coat du côté partenaire, du côté des propriétés pour qu'on sache tout ce qu'il y a en dessous. Parce que souvent, on voit en surface ce qu'on peut faire. Mais des fois, vous ne pouvez pas vous douter de tout ce qu'il y a en dessous qui peut être intéressant pour un commanditaire. Je donnais des exemples tantôt. Nous, on veut se positionner en santé. Donc, tous nos partenaires qui touchent la santé, ils ont des experts, ils ont du contenu, ils ont des articles, ils ont des expériences qu'ils ont vécues, ils ont des projets pilotes, ils ont des nutritionnistes, des kinésiologues, des coachs, des psychologues, des gens qui sont à l'intérieur de l'organisation, qu'on ne voit pas toujours, auxquels on n'a pas accès, mais tout d'un coup, dans un monde virtuel, dans un monde de contenu,
Fait qu'il y a peut-être des choses qu'ils font déjà, qui a de la valeur pour leurs commanditaires, puis ils ne le savent pas. C'est ça que tu leur dis. Exact. Ils ne savent pas, super, ou ils ne nous en parlent pas, ou ils ne nous l'offrent pas, mais qu'en dessous de la couverte, il y a bien des choses qui se passent qui peuvent être vraiment intéressantes pour un commanditaire. D'accord. Julien, est-ce que tu veux qu'on prenne les questions tout de suite ou je finis Non, mon tour de table? Oui, le tour de table est intéressant, terminé, puis on va aller avec les questions après. Excellent. Toi, Ricardo, j'ai l'impression que ça se peut-tu que ce soit. J'ai l'impression que tu vas nous dire que c'est la marque, il faut qu'elle soit forte, puis qu'il faut qu'elle soit durable, puis que l'événement en soi, puis l'hybride, peu importe le modèle, c'est la marque qui est forte. Moi, c'est ça que je prédis que tu vas nous dire. Ouais, tu prédis très bien. Mais je pense qu'au final, les événements, je vais parler du moins pour les festivals de musique, vont devoir arrêter un peu de s'asseoir sur leur laurier de l'événement comme tel, parce qu'au final, on compétitionne souvent pour des budgets similaires, des marques similaires. Et au final, tout comme aujourd'hui, on va choisir la célébrité, l'acteur qui a 50 000 followers sur Instagram. De la même façon, on va choisir, si on a 2 festivals avec une offre équivalente, celui qui a une voix numérique qui se distingue de la masse va certainement aller chercher le portefeuille beaucoup plus que celui qui ne fait rien. Fait que moi, je pense que c'est ça l'avenir. Je pense qu'après ça, comme disait Anne-Marie, l'équilibre, qu'est-ce qui fonctionne, les nouvelles mécaniques, la nouvelle façon de faire va être à construire. Mais c'est sûr et certain que c'est là pour rester. Puis les événements vont devoir aller au-delà de leur limite habituelle. Au-delà de leur calendrier d'événements. Exactement, oui. Oui, ben moi, je trouve ça très sage. Merci, Ricardo. Marie-Ève, toi, de ton côté, un petit tour de table, un petit rapide commentaire en 1 minute, s'il te plaît. Oui, en fait, nous, c'est certain qu'on va continuer dans la voie du numérique. Par contre, notre priorité demeure en salle. On a un super nouveau maestro, Raphaël Paillaré. Donc, on va miser vraiment sur le retour du public là, en salle, mais on va avoir encore des concerts numériques. Puis aussi, on continue de bonifier là, en format hybride des éléments comme notre concours international là, qui existe depuis 85 ans, là, qui est le concours OSM, qui va être maintenant, qui a un volet numérique qui est né durant la pandémie. Donc, on poursuit là-dedans. Donc, je pense qu'on va tous être gagnants là, de ces nouveaux formats hybrides-là. Et des apprentissages. Il faudrait peut-être lui demander de s'ouvrir un compte TikTok là, quand même ouais, à Maître Paillaré. J'ai essayé. Ah, OK. Bravo, quand même. Donc, Julien, tu veux qu'on ouvre la période de questions? Oui, il y a des questions intéressantes. Et la première, je vais l'envoyer à Ricardo, parce que je pense que tu as vécu ça. En fait, il y a quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on a des conseils pour bien vendre une série d'événements numériques auprès de potentiels commanditaires ou comment trouver des commanditaires pour une série d'événements numériques? Je pense que tu as vécu ça avec Sirius. Oui. On a commencé moi, je commence toujours par les objectifs, en fait, de mes partenaires parce que j'essaie de les aligner avec leurs objectifs. Souvent, nous, on part avec c'est quoi nos objectifs de communication. Puis, j'essaie de trouver des partenaires. C'est la première question que je pose à un commanditaire, c'est qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu as besoin de dire, puis qu'est-ce que tu as besoin de générer comme comportement. Puis après ça, moi, honnêtement, il y a plein de commanditaires à qui j'ai dit non parce que je voyais bien que notre marque, elle ne pourrait pas livrer le message ou elle pourrait pas. Il y a tellement de marques qui ont besoin de dire des choses que nous, on ne peut pas faire. Fait que je pense que ça, c'est la meilleure façon, la compatibilité des objectifs, du moins communicationnels pour moi, puis après ça aussi en perfo, c'est l'espèce de commun dénominateur que je recherche. Parfait. Anne-Marie, est-ce que tu veux en rajouter? Ajouter là-dessus, oui, en tant que commanditaire, moi, pourquoi je déciderais de me coller à un événement virtuel dans la mesure où on est rendu en 2023 puis j'ai le choix entre un événement en présentiel puis un événement en virtuel. Pourquoi je choisirais l'événement virtuel? Ricardo a parlé des objectifs d'affaires, c'est sûr que c'est ça que je vais regarder, mais est-ce que je me retrouve avec un contexte où j'ai une marque mondiale, j'ai besoin d'engager des gens dans plein de pays, plein de fuseaux horaires différents? Est-ce que j'ai une marque canadienne qui est partout d'un océan à l'autre? Est-ce que j'ai des conseillers qui sont en région de façon différente, donc qui ne peuvent pas se déplacer, donc il y a trop de coûts de déplacement? Est-ce que j'ai besoin d'engager des employés qui sont dans le multisite où là, c'est favorable pour moi d'avoir un contexte qui est virtuel? Donc, je regarderais, c'est quoi les différents contextes qui feraient en sorte que le virtuel serait la meilleure solution, mieux que du présentiel, parce que ça va vraiment répondre à un besoin. Et cette commandite d'événements virtuels-là ou cette série-là va être la solution, la meilleure solution. Il n'y en a pas d'autre, c'est celle-là qui va répondre le mieux à tes objectifs d'affaires, mais à tes défis aussi ou tes enjeux que tu as de la misère à concilier. C'est ça qui n'est pas facile. C'est l'éloignement, c'est l'étalement, c'est la portée, c'est le déplacement. Puis ça, c'est les atouts du virtuel que le présentiel n'a pas. Ça, je pense que ça doit être un mix, en fait, de tout ça, d'être un 360, là, mais seulement avoir un élément qui est seulement numérique, à moins justement d'avoir un commentaire qui a des objectifs très précis par rapport à ça, mais
je le vois plus comme des packages là, qui touchent autant présentiel, numérique, les ERP, le B2E, le B2C. Donc, tu sais, de faire un tout pour rejoindre les objectifs des clients. Parfait. On a une deuxième. En fait, je vais tweaker la question un peu, là. Est-ce que la réponse à la commandite virtuelle, parce qu'on se souvient, le thème du panel aujourd'hui, c'est le positionnement des marques dans les événements virtuels. Donc, comment le faire? Est-ce que la réponse, c'est de bâtir des stratégies de contenu solides avec les partenaires? Est-ce qu'on s'entend là-dessus ou il n'y a pas de réponse finale? Je sais que c'est dur de trancher et de dire qu'il faut s'en aller par là, mais votre opinion là-dessus? Je peux peut-être y aller en premier. Je pense qu'on n'a pas le choix d'inclure cette portion-là parce que qui dit numérique, ce qui vit le mieux sur le numérique en ce moment, ce n'est pas l'événement, c'est tout ce qui vient avec. Puis tout ce qui vient avec en ce moment, c'est du contenu éditorial pour la plupart du temps. Je pense qu'il y a un mariage des deux à faire assurément. Fait que oui, il y a l'événement, mais il y a l'extension éditoriale qui, pour moi, en tout cas, est très porteuse. Puis je pense que si on veut vraiment maximiser la valeur ajoutée qu'on apporte à un commanditaire dans un contexte d'événement virtuel, il faut qu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'on peut créer au-delà de l'événement lui-même, puis s'aligner finalement avec peut-être une stratégie de contenu existante de leur part ou même leur stratégie de communication, puis toi apporter le côté éditorial en tant que marque si tu l'offres. Ça peut être autant en termes d'activation par le commanditaire, toujours en lien avec les valeurs de la propriété, mais ça peut être aussi du contenu existant auquel on trouve des façons d'intégrer harmonieusement le commanditaire, là, toujours dans le bon goût et dans les balises de la propriété. Là. Parce que dans le fond, je rejoindrais vraiment ça parce que quand on parle de contenu, de stratégie de contenu, c'est sûr qu'à partir du moment où tu es dans un contexte qui est numérique, ben, le numérique, c'est du contenu. Mais le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est du liquid content. Là. Le contenu, ça peut prendre toutes les formes. Ça peut se transposer dans tous les formats, tous les contenants, tous les canaux. À partir de ça, à partir d'une pièce de contenu, tu peux faire une vidéo, tu peux faire un article, tu peux faire une conférence, tu peux faire un webinaire, tu peux faire une intervention dans un événement interne, tu peux faire des ARP, tu peux faire tout avec du contenu. Donc, je pense que la solution, oui, elle est là, sauf que les pièces du puzzle sont infinies là, de ce que tu peux faire avec un morceau de contenu. Je pense que c'est pour ça que tu disais aux commanditaires en fait d'ouvrir le trench coat puis de dire voici tout ce qu'on a puis on peut aller dans tous les sens. C'est ça qui rend tout ça le fun aussi. Là. Ouais, oui, il faut s'amuser avec ça. Oui, il faut travailler en amont puis pas avoir peur de partager de l'information qui est confidentielle parce que vous avez l'habitude avec les propriétés avec lesquelles vous travaillez d'avoir toutes sortes d'informations. Puis le plus on est en amont, le plus on identifie des opportunités. Et puis là, le commanditaire peut même prendre forme, peut même prendre part au projet dès le début. C'est là que ça devient hyper intéressant. Et puis oui, le contenu, ce n'est pas juste des capsules vidéo, là, ça peut être toutes sortes de formats. Là. Ça peut être du contenu écrit, éditorial, autre, de l'intégration dans les lancements RP ou autres. Il y a plein de façons de faire du contenu. Puis tu disais des webinaires, tout à fait. Ça peut être des conférences en personne ou en numérique, peu importe. Mais oui, pour atteindre différents objectifs. Parfait. On va y aller avec une dernière question. Oh, excuse-moi, Marielle. On va y aller avec une dernière question parce que dans 5 minutes, la conférence, l'appel va couper. Donc, on en a parlé beaucoup. Mais quelqu'un demande, est-ce que le ratio coût-résultat au niveau des KPI mesurables du virtuel n'incite pas les joueurs de la commandite à délaisser les événements en présentiel? Donc, on en a parlé dans le futur. Est-ce qu'on pense aller moins dans le présentiel pour y aller dans le numérique, que les KPI sont plus faciles à avoir? Je vais lancer Anne-Marie. Ouais. Non, moi, je vais dire non. Je crois. Si on va choisir le numérique, comme je disais tantôt, ça va être pour les bonnes raisons. Ça va être ça la différence dans le futur, c'est que là, on l'a fait because we had to, not because we chose to. On n'a pas choisi d'aller dans le virtuel cette année. On l'a fait tout le monde parce qu'on était obligé de le faire. Quand on va choisir de le faire, le virtuel, ça va être pour les bonnes raisons. Puis là, nos KPI vont être en fonction de ça. Donc, moi, je garde le cap sur les objectifs d'affaires, puisqu'on va faire le choix de ça. Puis nos KPI vont être ajustés en fonction de ça.
Moi, je pense que ça va être aussi la responsabilité des propriétés qui créent des événements comme nous de rendre leurs événements encore tout aussi intéressants. Mais je pense que si la dernière année nous a montré quelque chose, c'est qu'on a envie de se voir, on a envie d'être dans un événement. Puis il y a un sentiment que tu commandites en tant que commanditaire d'être dans un événement puis de vivre cette expérience-là qui ne pourra jamais, en tout cas pas dans in the foreseeable future, être remplacée par le virtuel. Fait que je pense que ça l'a peut-être même ça a élevé la valeur des événements. Je pense qu'après ça, c'est les événements qui doivent répondre à l'appel. Puis on a certainement compris que le numérique va jouer un rôle central dans l'évolution peut-être de cette industrie-là, mais je ne pense pas que ça va prendre la place. J'ai la même observation de mon côté. Évidemment, tout l'aspect expérientiel, on était là-dedans avant la pandémie, mais je pense que ça va évidemment revenir. Là, puis c'est un besoin de l'être humain aussi, là, on est des bébites sociales, donc c'est sûr que ouais, ça va peut-être même prendre encore plus de valeur, qui sait. Là. Donc non, je ne vois aucun risque à ce que le numérique remplace le présentiel. C'est le contenu, c'est ça qui va gagner. Puis comme disait oui, comme disait Anne-Marie, il y a plein d'opportunités là, qu'il faut juste gratter, se parler plus, puis collaborer plus, pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Là. Puis je pense que c'est ça la leçon là, de la pandémie. Là. Ouais. C'est souvent les... Vas-y, Marie, excuse-moi. Je voulais juste dire, on va juste mieux servir encore les commanditaires avec un 360 grâce à ces apprentissages-là. Vas-y, Marie. Je voulais revenir sur le point que tu disais tantôt de créer ces conversations-là en amont. Moi, je regarde dans mon expérience les plus beaux projets que j'ai pu faire, autant en commandite qu'en partenariat média, c'est quand j'ai réussi à développer ces relations-là tellement en amont avec mes partenaires, de dire, écoute, j'ai une idée, c'est un peu flou, voici ce qu'il y a à peu près. Puis le partenaire peut parfois avoir le même genre de à peu près, puis de créer quelque chose ensemble qui n'existait pas. C'est là que la magie arrive. Donc, des fois, c'est même pas de réutiliser des choses existantes, c'est de recréer d'autres choses en se parlant et en créant une relation. C'est ça, dans le fond, un partenariat. Puis plus nous, en fond, nous-mêmes, on devrait ouvrir notre propre trench coat comme commanditaire à avoir ces conversations-là très, très fluides avec nos partenaires pour qu'ils sachent à quoi ils peuvent s'attacher parfois. Donc, c'est la magie, en fait, du partenariat, de se parler et d'être transparent. Super, bien, merci vraiment beaucoup aux quatre, Jean-François, Marie-Ève, Ricardo, Anne-Marie, pour toute cette heure-là et cette heure-là et quart qu'on a passé ensemble. Ça a été vraiment, ça a passé vite, là, il y avait du bon contenu. Merci à Sabrina aussi pour toute la co-organisation, puis à Maria qu'on ne voit pas, mais qui est là à la technique derrière. Donc, simplement vous dire que là, le CCC, on va prendre une pause pendant l'été, on va revenir au mois de septembre pour d'autres événements. On espère, en fait, suite à la discussion qu'on a là, est-ce que les webinaires vont rester virtuels ou est-ce que ça va être en présentiel? On ne le sait pas, mais on va revenir pour des futurs événements. Puis merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Vous voyez les partenaires, donc on les remercie toujours. C'est grâce à eux qu'on peut faire des événements comme ça aujourd'hui. Donc, passez une bonne journée. Salut tout le monde. Merci. Merci.